Bienvenue dans Forum. Doudou Sidibé est notre invité. Bonjour Monsieur Sidibé. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Négocia, titulaire d'un doctorat en relations internationales à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Vous enseignez la négociation diplomatique, la résolution des conflits et la business diplomatie. Vous êtes aussi chargé d'enseignement en communication politique à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Doudou Sidibé, vous avez également été chercheur visitant au CEPAS. C'est quoi le CEPAS? Le CEPAS, c'est le Center for Peace and Security Studies qui se trouve à l'université de Georgetown, à Washington, l'une des plus prestigieuses universités américaines. Vous êtes chef de projet scientifique de la 4e Biennale internationale de la négociation commerciale. Pour l'heure, vous avez publié 2 ouvrages, Stratégie de relations des conflits en Afrique, le cas de la République démocratique du Congo, Allemagne, édition universitaire européenne 2010, 500 pages, c'est pas facile ça. Hein? Oui, disons que c'est tiré de ma thèse. Donc, étant donné qu'il y avait le résumé sur Internet, l'éditeur a vu que le sujet intéressait et qu'il y avait un marché potentiel et m'a proposé de publier la thèse, ce que j'ai accepté. Alors, Démocratie et alternance politique au Sénégal, c'est votre premier ouvrage, édité en 2006 chez L'Harmattan. Ça part de quoi en résumé? En fait, j'essaie de retracer un peu l'histoire politique sénégalaise, notamment depuis les années 60 jusqu'à l'alternance politique, et puis de dire aussi que le Sénégal a connu une démocratie élective avec l'alternance. Il y a un système qui est complètement achevé, un cycle qui est achevé, donc on devrait aussi passer à la démocratie économique, parce que le Sénégal ne pourra pas se satisfaire seulement de la démocratie politique. À mettre sous la dent. Lors de la réunion de la cellule initiative et stratégie du 5 mars dernier, présidée par Serigne Mboup, le coordonnateur de la structure, vous avez été chargé de piloter les activités ici en France en attendant la mise en place d'un bureau. Comment les cadres qui n'avaient pas assisté à cette réunion ont-ils accueilli la nouvelle? Déjà, il faut dire que les cadres étaient nombreux à venir à cette réunion. Certes, il y a une frange qui n'était pas venue. Je veux dire qu'on a convoqué la réunion assez tardivement et que aussi il y en a qui étaient partis en voyage, mais ça, nous ne pouvions pas le savoir. Donc, nous avons convoqué et que Serigne Mboup a tenu une conférence. Et à l'issue de cette conférence, il a jugé nécessaire que la CIS continue ses activités. Et c'est ainsi qu'il m'a demandé de coordonner la CIS de France en attendant que les cadres reviennent avec une délégation pour mettre officiellement le bureau de la CIS de France. Qui sont les prétendants, j'allais dire? Il y a Mamadou qui est prétendant parce que nous avions fait une réunion le 26 décembre et que 2 noms sont sortis de cette réunion-là. Son nom et le mien. Donc c'est Mamadou le prétendant. Non. Alors, donc Mamadou est un... Est-ce que vous le craignez, non? Non, je ne le crains pas. Pourquoi Il vous arrive de dire que je suis le meilleur candidat? C'est au cadre de juger si je suis le meilleur candidat. Mais en tout cas, moi, je pense que je suis capable de diriger la CIS parce que je fais partie des membres fondateurs de la CIS. J'étais ici étudiant libéral, je suis membre fondateur de l'UJTEL. Donc, j'ai toujours piloté la CIS. À plus forte raison, quand il y avait un désert, quand la CIS était en léthargie, j'ai eu à convoquer des réunions, à rassembler, à recruter, parce que comme vous le savez, un parti politique a besoin de nouveaux adhérents, donc j'ai recruté beaucoup de cadres. Donc aujourd'hui, je me sens légitime pour toutes ces raisons-là pour diriger la structure des cadres. Concrètement, comment comptez-vous relancer la CIS France? Nous allons créer un espace d'échange et de riposte. Échange par une série de débats. On va inviter des personnalités de Dakar qui connaissent dans leur domaine respectif, qui connaissent les réalisations du président ou le bilan de manière globale, et qui vont nous donner des arguments, voilà, parce que nous on est un peu en différé par rapport à la politique réelle qui se passe au Sénégal. Ouais. Donc on a besoin de temps en temps qu'on nous rafraîchisse la mémoire et qu'on soit armé pour riposter contre les attaques de l'opposition. Parce qu'on peut se demander à quoi sert un militant s'il n'est pas capable de défendre son parti, et à quoi sert aussi un militant s'il n'est pas capable de défendre son secrétaire général. Donc nous allons organiser la riposte de l'opposition
une opposition qui s'oppose uniquement pour s'opposer, parce que certes on est en démocratie, et je ne suis pas en train de nier un droit à qui que ce soit, mais pour moi, celui qui ne propose pas n'a pas le droit de s'opposer. Et qu'aujourd'hui, nous avons une opposition malheureusement qui ne propose rien. Nous avons, l'opposition est divisée en trois parties. Ouais. Une opposition composée de revanchards, des gens qui ont été battus en 2000 et qui se retrouvent dans l'opposition et qui souhaitent assez rapidement retrouver le pouvoir. Voilà. Il y a une autre partie constituée d'hommes politiques issus de nos rangs qui ont mordu le sein qui leur a nourri. Donc il y a aussi une autre partie composée de communistes qui essayent de promouvoir une idéologie dépassée. Et même dans l'opposition, je vois même des chanteurs qui feraient mieux peut-être d'aller dans les orchestres pour faire des chœurs, même qui ont le talent en tout cas de faire des chœurs, et d'autres aussi qui sont des comédiens capables de jouer dans Yacine Ndiaye. Donc voilà un peu... Bon, mais concrètement, vous, qu'est-ce que vous pourriez apporter au candidat libéral en 2012? Dans ce cadre-là d'échanges qu'on va créer, nous allons aussi, d'autre part, épauler la fédération en faisant par la réflexion une stratégie de campagne électorale basée sur une communication efficace. Voilà. En gros, nous allons épauler la fédération pour pouvoir mener la campagne électorale ici en France. Voilà. Et que c'est un travail que nous avons toujours assumé et que nous pouvons toujours faire, donc nous allons nous investir dans ce sens-là. Et vulgariser aussi les réalisations du président Wade, parce que il y a des gens qui ne connaissent pas en tout cas tout, donc nous allons nous investir dans ce domaine. Alors, si vous êtes confirmé dans vos fonctions, il va falloir travailler, parce que je sais qu'au sein de la CIS, tout le monde n'est pas d'accord pour travailler sous votre autorité. Mais ça arrive. Vous savez, le prophète Mohamed, sur lui, était contesté. Le président Wade aujourd'hui est contesté par une opposition. Moi, qu'on conteste ma modeste personne, moi cela ne me gêne pas. Cela ne m'empêche pas de travailler, de transformer. Vous resterez droit dans vos bottes, comme absolument, et puis je continue mon chemin, voilà, tout en étant ouvert, voilà, aux personnes qui souhaitent travailler avec moi, mais je ne transige pas là-dessus, donc je continue mon travail tranquillement. Voilà. Je ne me branle pas. Et si vous avez un message à l'endroit de ces personnes, que vous leur direz? Je leur dis de revenir à la raison. Parce qu'on est à quelques encablures des élections. On ne peut plus se permettre de divertir les gens. L'heure est au rassemblement et au travail. Si aujourd'hui, et le temps est favorable à ceux qui construisent et pas ceux qui détruisent. Donc, moi je leur demande de revenir à de meilleurs sentiments et de venir prendre toute leur place à la CIS pour qu'on puisse travailler et réélire le président de la République pour les élections de 2012. La Fédération pédestre de France traverse une crise en dépit des retrouvailles entre les deux principaux rivaux, Amadou Siré Sall et Acha Aou. Pourquoi dans la famille libérale, dans la famille politique de Maître Wade, on a du mal à s'entendre? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000, quand on a gagné les élections, le parti s'est beaucoup massifié, largement massifié. Et que quand cela arrive, il faut prendre la mesure de cette évolution. Le changement, il faut le prendre par la main, sinon il vous prend par la gorge. Il disait Winston Churchill. Donc, les autorités de la fédération n'ont pas pris ce changement en charge. Et ce qui s'est passé, il y a eu un repli sur elles-mêmes du moins, et puis les autres aussi ont senti la nécessité de s'insérer dans le système, c'est tout. Et puis après, voilà l'origine de tous les problèmes que vous voyez aujourd'hui. Et quand vous êtes un parti au pouvoir, vous savez forcément que ça attire. Voilà. Et certes, on dit dans notre parti qu'il n'y a pas de militants de première heure, tous les militants se valent, mais les anciens aussi réclament une légitimité historique. Ouais. Et les nouveaux aussi veulent avoir une place. Voilà tout le problème. Et il y a le surgissement, j'allais dire, de la CAMS et des ex-réumistes. Je pense que la CAMS, moi je ne connais pas trop la CAMS parce que
j'ai pas fréquenté la CAMS. Je connais les dirigeants, mais j'ai pas été dans leurs réunions. Mais j'imagine que c'est des gens aussi qui veulent bien faire, qui veulent aussi apporter leur pierre à l'édifice pour effectivement réélire le président de la République. Mais seulement, moi je pense qu'aussi il faut que ça se fasse dans les règles de l'art. Il y a une fédération qui est là, qui est légale, légitime et qui a toujours existé. Seulement, il y a eu des départs. Voilà, ils ne sont pas d'accord sur la manière dont ces départs-là ont été remplacés. Mais tout cela, je pense qu'il faudrait discuter ensemble et trouver une solution. Parce qu'en ce moment, on ne peut plus se permettre de se diviser de cette manière-là. Donc, mais il faudra compter avec cette force qui est là, la CAMS, et que aussi, voilà, qu'on discute ensemble. Je pense que avec la discussion, tout est possible. Comment travailler avec les ex-réumistes qui disent clairement non à la candidature d'Abdoulaye Wade? Bon, je pense qu'il faut que les gens arrêtent l'anarchie en fait. Parce que les ex-réumistes, à mon avis, moi je les ai jamais vus depuis leur retour au PDS, dans les réunions du PDS. Jamais. Ils sont toujours restés dans leur groupe et qu'ils ne sont pas exclus. Ils peuvent venir dans les réunions. Mais aller jusqu'à dire qu'ils représentent le parti, moi je pense que quand même là ils exagèrent. Voilà, c'est mon avis, mais et qu'aujourd'hui leur responsable prend des positions dans le parti. Certes, réclamer des primaires, c'est légitime parce qu'on est en démocratie, la démocratie interne, moi je l'encourage dans les partis politiques. Ouais. Mais peut-être que c'est dans les formes que ça pose problème. Voilà. Mais les gens de Réumi qui sont ici à Paris ont leur place dans la fédération, dans les autres structures. Pourquoi se réclamer de la fédération alors que voilà, ils n'ont pas constitué des secteurs, le commissaire était là. Est-ce que le commissaire a fait des secteurs pour les ex-réunistes? Or, pour dire que je suis responsable de la fédération, il faut avoir le soutien des secteurs. Voilà, donc c'est ce que j'en pense. Pour certains, hein, les divisions au PDS sont comme le début d'une fin de règne. Non, dans tout grand parti, tous nos partis au pouvoir, il faut que ça bouillonne. C'est ça. Carl Schmitt disait que la politique, c'est la contradiction. C'est ça. On ne peut pas s'entendre en politique. Donc, moi, je ne vois pas ce fin de règne, mais je vois un parti qui est vital, voilà, qui vit réellement. C'est pour cela que 1000 idées émergent et puis voilà, il y a 1000 propositions, 1000 courants, et puis c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Maintenant seulement, à un moment donné, il faut savoir se réunir autour de l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est quoi? C'est la réélection du président de la République. Voilà, il ne faut pas perdre cela de vue. Alors, le PDS tient son congrès national en novembre, à quelques mois seulement de la présidentielle, le congrès de tous les dangers. De tous les dangers, je ne dirais pas de tous les dangers. Pourquoi vous pensez que c'est de tous les dangers? Du moins, c'est ce que disent certains. Hein. Non, mais moi je ne suis pas de cet avis parce que c'est un congrès qui permettra de choisir notre candidat légalement. Voilà. Mais pour cela, il va falloir d'abord renouveler hein, les instances du parti aussi. En fait, il n'y a aucun parti qui renouvelle à la veille des élections. Parce que si vous renouvelez, s'il y a une personne qui a été battue, mais cette personne serait tentée de quitter le parti ou d'être mécontente, à tel point qu'elle ne pourra pas voter pour le parti. Donc moi je pense que les renouvellements, on peut les repousser après les élections. Voilà. Mais le congrès est indispensable pour effectivement choisir notre candidat, qui est Maître Abdoulaye Wade. D'accord. 19 mars 2000, 19 mars 2011, c'est dans quelques jours. Hein. 11 ans déjà que les libéraux dirigent le Sénégal. 11 ans de souffrance, de misère, de corruption, de crise énergétique, de perte des valeurs. Réaction? Je ne suis pas d'accord avec ce bilan sévère. Je pense qu'un certain 19 mars, parce que l'alternance, c'est le reflet du désarroi d'un peuple ou d'un électorat qui pense trouver les solutions de ces maux dans le changement de régime. C'est ainsi qu'on a élu Maître Abdoulaye Wade le 19 mars. Et donc Maître Abdoulaye Wade a très tôt décollé ce message, cette attente des populations sénégalaises. Et il a essayé de mettre en place un programme ambitieux
et qui, ce programme-là, va effectivement asseoir le développement du Sénégal. Et ce programme-là est basé sur l'éducation, la santé, parce que l'éducation, c'est la base de tout. Un peuple éduqué est un peuple armé pour le développement. La santé, si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas produire. L'agriculture, un peuple doit être autosuffisant. La guana, etc. Donc, si je suis là à citer les réalisations du président Wade, on n'en sortirait pas. Donc, dire que ce sont des années de souffrance, moi je ne partage pas cela. Allez au Sénégal, vous allez voir qu'il y a un changement notoire, que même les étrangers remarquent. Les routes, l'autoroute, l'aéroport de Ndiass, etc., etc., etc. Peut-être ce que les gens appellent perte de valeur. C'est quoi les pertes de valeur? Vous voulez que le président Wade se mette à réprimer tout le monde, à encadrer les Sénégalais? On est en libéralisme. Il croit en la valeur de l'individu. C'est ça. L'individu, on doit faire un système où l'individu pourra s'épanouir, avoir sa liberté d'entreprendre. Oui, mais il faut aussi respecter les règles du jeu. Hein. Quand certains se targuent d'être des Superman, alors que d'autres ont du mal à trouver les 100 francs pour assurer le quotidien. Ça, Qui est Superman? Qui est Superman? Les responsables du pouvoir se montrent comme des Superman au Sénégal. Hein. Bon, moi, je ne vois pas ça. Peut-être que je ne suis pas au Sénégal. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu cela. Voilà. Moi, je vois des gens courageux. Des gens qui sont devenus subitement milliardaires, vous pensez que c'est... Vous savez, moi, je suis un peu... Je ne les connaissais pas avant, honnêtement. Okay? Et aujourd'hui aussi, je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais je pense que ce sont des gens honnêtes. Parce que les Sénégalais aussi vont trop vite en besogne. Dès qu'ils te voient rouler en 4x4 ou etc., ils imaginent que vous avez pris ça des caisses de l'État, etc., etc. Il faut que les gens arrêtent aussi de stigmatiser les gens comme ça gratuitement, sans des preuves. Ouais. Voilà. Il faut que les gens soient plus rigoureux que cela. Voilà. Quand vous dites que cette personne a détourné, c'est parce que la justice l'a condamné. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas le dire parce que vous n'avez pas les preuves. Et là, vous êtes en pleine diffamation. Et je pense que ce n'est pas bon. La presse annonce des choses qui n'existent pas. Voilà. Vous allez me dire peut-être que la personne a dissimulé les preuves et tout ça, mais moi je crois en la justice. Voilà. Si la justice ne trouve pas des preuves, c'est parce que ça n'existe pas. Voilà. Donc, et souvent la presse est condamnée. Voilà. Il y a des journalistes qui informent bien, qui sont vraiment professionnels dans leur travail, mais d'autres aussi ne le sont pas. Voilà, par manque de formation ou par compétition, parce que parfois on n'a pas le temps de vérifier l'information. Et quand j'entends souvent dire on a appelé la personne toute la nuit, on n'a pas réussi à la journée. Donc là, et on écrit son article malgré tout ça. Bon, moi je me dis, parfois il faut attendre le lendemain, insister, faire une petite enquête, recouper les informations avant d'informer. Mais les gens veulent tout de suite mettre en ligne, surtout la presse numérique. Voilà. Mais bon, je pense que peut-être qu'il y aura une meilleure organisation dans le futur pour qu'on puisse quand même, pour qu'elle puisse servir la démocratie convenablement. Je vous cite ces noms, hein, Ousmane Tanor Dieng, Macky Sall, Idrissa Seck. Vous pensez à quoi? L'opposition, simplement. Une opposition moribonde pour moi, parce que qui ne propose pas. Il faut s'opposer sur des idées. Il faut proposer. Moi, je n'ai jamais vu en tout cas Ousmane Tanor Dieng faire des propositions pertinentes. Oui. Au cours d'une conférence ou d'un débat, ou etc., etc. Sauf erreur de ma part, j'en sais rien. Mais moi, j'aimerais bien que tous ces hommes politiques-là puissent proposer. Et je pense même que cette opposition-là aussi a fait son temps. À un moment donné aussi, il faut renouveler le personnel politique. Il a du charisme, il est compétent, c'est pourquoi les socialistes, me semble-t-il, l'ont laissé à la tête de leur formation politique, non? Ousmane Tanor Dieng, on sait tous comment il est devenu premier secrétaire du Parti socialiste. C'est parce qu'à un moment donné, il était le seul à être là. Mais 11 ans après, il reste toujours le grand patron du PS. Tous les ténors sont partis. Niass, Djiboka, Robert Sagna, Souti Touré, Alassane Diallo Ndiaye, Mamadou Diop.
Matar Diop, ils sont tous partis. Maintenant, s'il reste que des médiocres, il peut les diriger. Voilà. Je ne sais pas si je peux m'immiscer dans leurs affaires, mais bon, puisque vous m'avez posé la question, voilà, c'est que je peux vous répondre. Et l'AFP? L'AFP, moi je pense que Niasse, c'est quelqu'un qui, en tant que peut-être ministère des étrangers, qui a fait quand même des choses intéressantes pour le Sénégal. Mais maintenant, aujourd'hui, en tant qu'opposant, voilà, je ne le sens pas. Alors, on est dans la diaspora en France. Quel est le parti que vous craignez le plus? On ne craint aucun parti ici. Voilà. Les gens parlent de La paire, etc. Mais c'est une coquille vide. Les dirigeants de la paire, moi je les connais personnellement. Ils étaient avec nous. Je connais personnellement. Voilà. Donc, ils ne sont pas partis avec un monde fou. Mais certes, c'est des gens qui avaient des responsabilités chez nous, qui sont partis, mais il y a d'autres qui sont restés. Et nous sommes en train aussi de recruter d'autres personnes, en masse, avec le renouvellement par les secteurs. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je ne crains aucun parti ici en France. Quand vous dites que l'APR est une coquille vide, je ne vous crois pas, parce que moi, je les vois sur le terrain. Hein. Oui, quand je dis ça, il faut relativiser, parce que c'est par rapport à tout le battage médiatique qu'on a fait autour de ce parti et la réalité. Mais c'est vrai que voilà, c'est un parti comme tous les autres qui se bat. Voilà. Mais c'est pas comme on le décrit. Voilà. C'est pas un parti à craindre en 2012. Non, à surveiller, mais pas à craindre. Voilà. Parce que quand on a des adversaires, il faut les surveiller. Il faut savoir ce qu'ils font, mais pas à craindre. Parmi les noms que je viens de vous citer, qui peut battre selon vous Abdoulaye Wade? Personne. 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 Même ensemble, ils ne pourront pas battre Abdoulaye Wade. Ça s'est passé en 2007. Voilà. Ils n'ont pas réussi en 2007. Oui, mais même s'ils n'ont pas réussi en 2007, cela ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas en 2012. Et qu'est-ce qui a changé entre 2007 et maintenant? Les corruptions, la misère, les coupures d'électricité. Le PIB par tête est arrivé à 1500 $. Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez que le Sénégalais lambda perçoit quand même cette évolution? Moi, je vois un changement notable. Parce que pourquoi? Quand j'étais à la fac, dans les années 90, vers 97, etc., il était difficile de voir quelqu'un qui a un travail. Les gens qui sortaient de chez nous, les étudiants, allaient soit à l'école normale ou ils étaient volontaires dans l'éducation. Mais aujourd'hui, quand tu vas au Sénégal, tu vois que les gens travaillent, les jeunes trouvent du travail. Je ne dis pas que c'est grâce à l'État ou au gouvernement, en partie oui, mais on a créé en tout cas les conditions pour que les jeunes puissent entreprendre, puissent bouger, puissent travailler. Donc je vois des jeunes, tout jeunes qui ont du travail, qui ont leur voiture, qui sont mariés, qui ont des maisons, mais le bâtiment a progressé au Sénégal. Et ça, c'est dû à quoi? Si on était resté au même état qu'il y a 40 ans ou quelque chose comme ça, on n'aurait pas vu tout ça. Donc moi je pense qu'il y a une évolution, il y a une progression, et le Sénégal, je ne dis pas que tout est rose, hein, ouais. Mais certes, il y a quand même des changements notoires dans le bon sens. L'énergie. Parce que l'énergie, tout le monde en parle. C'est la base. Parce que si on n'a pas d'énergie, c'est difficile de produire. Donc les priorités, des priorités, ce sera l'énergie. Voilà. Il faudra vraiment, et à partir de là, et puis développer d'autres secteurs, notamment l'économie. Parce qu'il faut que l'économie continue de se développer pour que le Sénégal puisse être un pays émergent dans les années à venir. Voilà. Il faut aussi que le président Wade, quand il sera réélu en 2012, qu'il puisse aussi tracer des voies. Pardon, moi je l'attends dans ce sens-là parce que il faut qu'il nous montre la voie. C'est bien de faire des réalisations, certes, mais il faut qu'il montre la voie au Sénégal. De telle sorte que son successeur
ne perdra pas du temps à tracer ces voies-là. Il va suivre ces voies-là. Donc ça, Son successeur, moi je parlais de Karim Wade, encore, 2017 est encore loin. 2012. Non, 2012, Ah. le président Wade va faire un autre mandat. Ouais. Et quand vous parlez de succession, c'est en 2017, à la fin de ce mandat qu'il va avoir. Non, pas forcément, parce que beaucoup de Vous pensez Sénégalais, qu'il va pas voilà, terminer son mandat? exact. Mais rien ne nous dit ça. Hein. Nous, on est là, on pense le réélire, après on verra. Je pense qu'il va aller jusqu'au bout, parce qu'il a averti, hein, quand on l'a élu, il a dit que toute sa famille est centenaire. Donc, c'est pas parce qu'il avait 70 ans et plus quand il est venu au pouvoir qu'il va pas pouvoir Mais continuer. les Sénégalais là, n'accepteront pas quand même de se faire diriger par un centenaire quand même. Mais s'ils l'élisent en 2012, mais ils accepteront quand même qu'il les dirige jusqu'à la fin de son mandat. Et même à la fin de son mandat, il n'aura pas 100 ans. Vous pensez que l'âge du président ne posera pas de problème? Non, c'est comme le bon vieux vin. Plus il est vieux, plus il est bon. Ça ne pose pas de problème. Et comme on dit aussi, l'âge n'est pas réellement un critère de valeur. On peut être jeune, bon, on peut être aussi vieux et très très bon. Et en Afrique, l'âge là-bas est très important, ça rassure, c'est l'expérience. Alors, vous avez tantôt dressé un tableau reluisant du bilan de l'alternance, mais le problème, Doudou, les enfants qui avaient 7 ans en 2000 seront des électeurs en 2012. Eux ne connaissent pas le règne du Parti Socialiste, c'est Maître Ouad qu'ils ont vu, et j'imagine qu'ils doivent être déçus quand même. Hein. Ils en ont entendu parler, et pendant la campagne aussi, ils auront des rappels. Donc, et leurs parents sont là aussi. Et je me souviens, je donnais un cours à l'université de Marne-la-Vallée sur la communication politique, et je posais des questions aux étudiants en leur disant qu'est-ce qui vous influence en politique? Et les étudiants me disent réellement leurs parents. Les discussions qu'ils ont eues avec leurs parents à la maison influencent leur choix. Donc ces jeunes-là aussi seront peut-être influencés par leurs parents qui ont connu le Parti socialiste. Et le Parti socialiste a sûrement fait sa mue, hein? Non, non, parce que la tête n'a pas pratiquement changé. C'est que il faut de nouveaux dirigeants au Parti socialiste, voilà, pour que la mue soit totale. Voilà. Vous pensez à qui? C'est à eux de décider. Moi, je ne suis pas militant du Parti socialiste, c'est à eux de décider. Mais je pense que voilà, il ferait mieux de changer la tête. Alors, si vous voyez les responsables de l'opposition ici en France, est-ce que vous dites que sérieusement ces gens-là peuvent branler le Parti démocratique sénégalais ici? Non. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la carrure, c'est-à-dire ils n'ont pas. Le Parti démocratique sénégalais est bien installé ici en France. Moi, je vais dans les foyers, j'entends des vieux me dire le président Wade en 1974, quand il créait son parti, il était assis ici dans ma chambre, dans ce foyer-là. Et que pour rien au monde, moi je voterai pour personne, je voterai pour le président Abdoulaye Wade. Je ne changerai pas. Et que mon village aussi votera pour le président Wade. Parce qu'ils sont tous des immigrés dans des associations de village. Et que c'est eux parfois qui construisent des écoles, des dispensaires à partir de l'État ou avec l'aide de l'État. Et qu'ils ont le pouvoir en tout cas de dire à ces villageois-là de voter pour tel ou tel parti. Donc moi j'entends ça quand je vais dans les foyers, j'écoute beaucoup, mais j'entends ça. Donc pour détrôner le président Wade ici, ce sera difficile. Parce que pendant que le PS à l'époque ciblait les cadres à l'époque ne militaient pas trop dans les partis d'opposition. Ils n'étaient pas attirés par ça. Et Wade avait ciblé les immigrés dans les foyers, les personnes que le Parti socialiste ne souhaitait pas trop voir parce que trop perché. Voilà. Mais c'est pour cela que le PDS est entré réellement ici en France, dans la diaspora. Vous pensez que les responsables des partis d'opposition ici ne pourront pas convaincre ces militants à changer de parti, à voter pour Ousmane Tanor Dieng s'il est bien sûr candidat? Objectivement, ils ont leurs militants. Parce que aussi, il y avait des gens qui étaient au Parti socialiste avant l'alternance. Peut-être qu'ils demeureront dans le Parti socialiste. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que voilà, le Parti démocratique sénégalais a de l'avance par rapport à ces partis-là.
Et que pensez-vous du travail de la société civile ici en France, qui est plutôt proche de l'opposition? Je ne dirais pas ça, parce que je discute avec, ou bien, je ne dirais pas ça tout court, parce que je discute avec des responsables de la société civile, mais ils nous disent souvent que voilà, ils souhaiteraient soit nous rejoindre ou soit qu'on participe à leur manifestation. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a invité à une manifestation pour le mois d'avril. Voilà. Et s'il était que pour l'opposition, est-ce que vous pensez que ces organisations sont véritablement représentatives? Mais ces organisations-là ne cherchent pas un électorat. Ces organisations-là travaillent dans un secteur bien défini, soit pour les femmes, ou pour les droits de l'homme, ou pour la démocratie, etc. Et cherchent à informer, cherchent à sensibiliser. Donc parler de représentativité, ça veut dire que ces organisations-là ont des candidats, sont organisés comme un parti ou cherchent un électorat. Mais Doudou, on va revenir sur votre parcours. Vous enseignez à l'université Marne-la-Vallée. Comment avez-vous réussi à transcender les obstacles pour en arriver là? Le travail. Il n'y a que le travail qui paye. J'ai commencé d'abord au Sénégal, parce que quand j'étais étudiant là-bas, en même temps, je travaillais. Ce que beaucoup d'étudiants ne faisaient pas. Voilà, on était Sénégal, on est étudiant. Mais moi, soit je donnais des cours ou je faisais de la traduction, parce que je faisais une licence d'anglais. Donc je faisais des traductions anglais-français, français-anglais, etc. pour gagner de l'argent à côté. Voilà. Donc quand je suis venu en France aussi, j'ai continué dans cette voie-là. Et que aussi, voilà, j'ai pensé que voilà, il faut toujours travailler. Toujours travailler. J'ai beaucoup travaillé et donc finalement, voilà, le résultat est là. Des exemples, vous pouvez... Mais exemple de sacrifice, je ne connais pas les boîtes de nuit en France. J'ai jamais fréquenté les boîtes de nuit. Voilà. Donc j'étais soit à Beaubourg, à la bibliothèque. Beaubourg ou à la bibliothèque François Mitterrand. Les week-ends, parce que même le dimanche c'est ouvert, et aussi pendant les vacances de Pâques, Noël, grandes vacances. Tout le temps. Parfois, il m'arrivait de faire la queue à Beaubourg pendant 2 heures pour entrer dans la bibliothèque, sous la pluie, sous la neige des fois. Donc voilà, très modestement, pourquoi peut-être je suis arrivé à ce résultat. Peut-être que je ne suis pas plus méritant que d'autres, parce que beaucoup de Sénégalais ici en France aussi réussissent dans beaucoup de secteurs. Mais puisque vous m'avez posé la question, voilà ce que je peux répondre par rapport à ça. On constate que beaucoup d'étudiants du premier cycle échouent, abandonnent totalement les études. Quelle explication pourriez-vous donner à cette situation? À mon avis, il y a les conditions sociales qui sont dures. Quand on arrive ici, il faut chercher un logement, il faut chercher du travail pour pouvoir subvenir. Même si on a une bourse, la bourse, c'est pas grand-chose par rapport aux besoins ici de l'étudiant. Moi, j'ai jamais eu la bourse, j'ai jamais demandé de bourse, mais voilà, en tant qu'étudiant libéral, je ne demandais pas, j'allais travailler pour payer mes études. Donc, c'est pas facile. Tout le monde n'a pas cette chance-là de trouver un travail et de trouver un logement aussi. Donc, certains étudiants qui sont très bons en venant ici finissent parfois par échouer, tout simplement à cause de ces conditions sociales qui ne sont pas très faciles à gérer. Il paraît qu'il y a aussi la pression familiale au Sénégal. Oui, c'est vrai. Parfois aussi, il y a des étudiants qui travaillent pour payer leurs études, mais aussi pour envoyer de l'argent. Parce que très tôt, ils sont devenus des soutiens de famille. Et ça, on n'a pas trop l'esprit pour libre pour pouvoir travailler correctement. Et ça pose problème. Donc, voilà un peu pourquoi certains étudiants réussissent, mais presque beaucoup d'étudiants qui viennent ici sont très braves, voilà, très volontaires, et veulent tous réussir. Malheureusement, certains ne réussissent pas pour ces raisons-là. Peut-être qu'il faudrait lancer un message aux parents qui sont au Sénégal.
Oui, oui, c'est-à-dire, si c'est pour les besoins, je dirais, indispensables, là, on ne peut rien faire. Si on doit aider ses parents pour vivre, manger, etc., ça, il faut le faire. Mais si c'est pour d'autres besoins, c'est-à-dire aller dans les baptêmes, les mariages, etc., et ces besoins-là, on ne peut pas tu vois, on peut pas compter sur un étudiant en France ici. Sinon, il sacrifie ses études pour rien. Voilà. Donc, si j'ai un message à lancer, c'est cela, de dire aux parents d'être raisonnables. Il y a quelques années, hein, recevant le titre de docteur honoris causa à la Sorbonne ici, le président Ouad avait demandé aux étudiants africains de rentrer après l'obtention de leur diplôme. Qu'attendez-vous, Doudou? Moi, vous savez, il y a un an ou cela, j'étais invité à une émission sur l'Africa numéro 1 et ça parlait de la fuite des cerveaux. Il y avait là-bas le directeur des bourses ici à Paris qui était aussi sur le même plateau. Donc on m'a posé la même question, voilà, et je vais répondre la même chose. Moi, après mes études, je suis allé à Dakar, à l'université de Dakar, notamment à la fac de droit, où il y a un département, ou en tout cas un institut sur la résolution des conflits, dirigé par Amsatou Sidibé. Donc j'ai vu, et puis on a discuté, mais bon, il n'y a pas eu de suite. Je ne sentais pas que voilà, l'université pouvait recruter encore, etc. J'ai déposé mon CV là-bas, je n'ai pas été appelé. J'ai écrit aussi des lettres à certains ministères qui m'intéressaient, notamment le ministère des Affaires étrangères pour trouver le travail. J'ai eu des réponses, mais à l'époque c'était Gaillot qui m'a demandé d'aller déposer un dossier à la fonction publique qui recrute. Voilà. Et après le recrutement, je pourrais être affecté là-bas. C'est ce que j'ai fait et je n'ai pas eu de réponse de la part de la fonction publique. Donc, moi, je ne peux pas rester aussi comme ça à la croisée. Il faut que je travaille, il faut que je vive, il faut que je fasse vivre ma famille. Donc, quand j'ai eu l'opportunité d'être recruté ici dans l'école de commerce et aussi à l'université, je n'ai pas attendu. Voilà. Mais aujourd'hui, si je fais la politique aussi, c'est pour pouvoir un jour aussi mettre toute cette expérience-là au service de mon pays, travailler pour mon pays. Donc, voilà. Et pourtant, il se dit que pour trouver du travail au Sénégal, il faut être un proche du pouvoir en place. Ce n'est pas votre Ce cas. n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, parce que moi, à plusieurs reprises, j'ai rencontré le président de la République, qui connaît d'ailleurs mon profil et tout, mais je n'ai pas eu de proposition. Pourtant, je suis dans le parti, et je connais d'autres aussi qui sont dans le parti depuis très longtemps, mais qui n'ont pas de travail, en tout cas, dans le gouvernement sénégalais ou dans la fonction publique sénégalaise. Voilà, donc cela, c'est juste des clichés comme ça, mais c'est pas vrai. En tout cas, dans le cas des gens qui sont en France, peut-être au Sénégal, mais ici, non. Un État qui dit dépenser, consacrer 40% de son budget à l'éducation, c'est quand même une perte que de voir tous les étudiants formés rester à l'étranger. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une perte, parce que vous savez, ce qui a fait l'Inde, c'est ce qu'on appelle le brain gain. Avant, il y avait le brain drain, la fuite des cerveaux. Maintenant, le brain drain, c'est-à-dire le retour gagnant des cerveaux. Donc, à un moment donné, les Indiens sont repartis chez eux, un retour bien organisé, et qu'ils ont été dans certains secteurs et les développés aujourd'hui, ce qui fait l'émergence de l'Inde. Donc, je pense que le Sénégal aussi est en train de suivre cet exemple. Non, je pense que le président Ouad a appelé à ses côtés beaucoup de Sénégalais. Moi, je connais des Sénégalais qui n'ont pas été dans la politique forcément. Mais il ne s'agit pas de les appeler individuellement, il s'agit surtout de mettre en place une politique pour inciter les Sénégalais à retourner. Si vous appelez tout le monde alors que vous ne pouvez pas aussi leur donner du boulot, c'est un tort quand même. Ouais. Donc moi je pense que ceux qui ont la chance d'être choisis sont là-bas à Dakar, sont en train de travailler. J'en connais beaucoup. Moi quand je vais à la présidence, je connais que des gens qui viennent d'ici, voilà, et qui n'ont jamais fait de la politique. Dans d'autres secteurs aussi, il y a d'autres Sénégalais, mais tout le monde ne peut pas rentrer comme ça et trouver tout de suite du boulot. Voilà, peut-être que ça viendra. Voilà, je pense que voilà, mon tour ou le tour d'autres viendra.
C'est la fin de cette émission. Merci Doudou Sidibé, merci à vous qui nous suivez. Prochain rendez-vous dimanche.